Bienvenue dans C'est quoi ta ref, le podcast de référence. Le podcast est dans la bergerie. Je répète, le podcast est dans la bergerie. Dossier 4567, H, 18h00. Attends, je crois que nous sommes sur écoute. Je me sens écouté. Ah oui, c'est normal, c'est les auditeurs. Avec toutes ces recherches, moi je suis devenu parano. Je vais pas rentrer dans le mystère du thème de l'émission car c'est tout simplement écrit dans le titre. Et ça, il n'y a pas besoin d'être espion pour le deviner. Et oui, aujourd'hui nous allons parler de smoking, de nœuds papes et de chaussures stylées. Une tenue que si moi je mets, on me demande 3 martinis, mais que si c'est porté par du Sean Connery, du Roger Moore ou encore du Daniel Craig, c'est eux qui les boivent. Mais quand on y pense, c'est vraiment cool comme métier. T'as des gadgets, tu suis des gens, tu sais te battre, t'es au courant de tout. Même s'il y a quelques désavantages comme devenir parano, se faire torturer ou mourir, c'est pas mal comme taf. Moi, si je devais choisir un gadget, je choisirais un truc qui me permettrait de cloner. Comme ça, moi je me clone et je m'envoie faire les missions dangereuses et moi je récolte la gloire. C'est vrai que quand on est petit, on voulait soit devenir footballeur, mais ligaments, tu connais, soit astronaute, mais les maths, tu connais pas, ou espion, et là tu connais vraiment pas. Il n'y a pas de cursus à suivre, quoi. Je suis sûr, les espions d'aujourd'hui, c'était les mystérieux qui se tenaient au fond de la cour, capuche sur la tête, regard baissé. Mais cette envie de devenir espion ne nous vient certainement pas des conseillers d'orientation, et encore moins des salons de l'étudiant. Non, cette envie nous vient de tout droit de nombreux films que l'on a pu voir. Quand on pense film d'espionnage, on pense forcément James Bond, et on a envie d'être James Bond. C'est un homme à femme, il est sportif, joueur, distingué, et surtout toujours bien coiffé. L'exact inverse de moi finalement. Le seul point commun que j'ai avec James Bond, c'est que je fais du 42, mais c'est tout quoi. Mais les films d'espionnage nous fascinent car ils nous montrent quelque chose que l'on ne connaît pas dans un environnement que lui on connaît. Il est aussi témoin de l'histoire, on va trouver des espions qui agissent avant les guerres, pendant, après, hier, aujourd'hui et de façon plus ou moins réaliste. Mais aujourd'hui nous allons pencher sur les films et séries qui traitent d'espionnage, que ce soit au premier degré, mais aussi au 117e. Pour moi, le plus grand metteur en scène du monde, c'est la vie. Et je lui ai tout pompé. Quand j'étais enfant, ça me donnait de l'espoir dans le cinéma ou même dans l'art, quoi. J'ai envie de dire, mais d'où elle vient? Qui m'a soufflé? Qui a parlé? C'est de la transpiration, c'est beaucoup plus de la transpiration que de l'inspiration. J'adore l'idée que les mots puissent changer les choses. Il a influencé tout le monde, moi le premier, mais vraiment. Le peu que j'ai appris, c'est que je préfère me tromper avec mes erreurs qu'avec celles des autres, ça c'est sûr. D'abord parce que je suis un passionné. J'aime les choses, j'aime brûler les passions les unes après les autres et j'aime les choses qui me procurent quelque chose, que ce soit une émotion, un plaisir, un sentiment. Quand on a envie de dire un truc, il faut plonger comme un fou et le faire, quitte à se tromper. Pour cet épisode, je suis accompagné du plus secret des agents secrets, pour preuve, même lui ne le sait pas. S'il avait un nom de code, ce serait pas Malotru, mais plus Hurluberlu. Mesdames et messieurs, Jehan. Bonjour Romuald. Et du coup, c'est quoi ton nom de code? Moi j'ai pas réfléchi. J'avais Tartine Beurrée éventuellement. Tartine Beurrée. Ouais, je trouve ça pas mal. Franchement, un amateur de biscottes. J'aime. Tout va bien. Alors du coup, je vais te poser une question. Ouais. Et comme tu t'y attends, tu la connais un petit peu, t'as révisé. Quel est ton plan pour tuer James Bond? Non, c'est quoi ta ref? Alors, c'est comme un ref. Comme tu l'as dit dans ton petit édito, c'est vrai qu'on peut observer quand même une dichotomie, voire une trichotomie. Enfin, en tout cas, c'est vrai qu'on va pouvoir aborder les films d'espions sous leur version plus sérieuse, plus établie, mais il y a aussi ce côté un peu l'espion, un peu teubé, un peu... Donc, il y a vraiment deux rêves différentes pour moi. Et j'avoue que si je dois parler du côté de l'espion sérieux, moi j'aime beaucoup les James Bond, ils sont inégaux, donc j'ai envie de dire on a tous des références différentes selon quand on est né aussi. Intergénérationnel, tout le monde connaît les James Bond. Bien sûr, ça a inspiré de nombreux... C'est la rêve de ton père, de ton grand-père, mais c'est la tienne aussi, et peut-être celle de tes enfants maintenant. Non, mais voilà, c'est un truc un peu intergénérationnel, donc un peu de James Bond. C'est assez inégal, parce que c'est vrai que les films d'espions, parfois, on peut avoir tendance... Si c'est pris trop sérieux, peut-être parfois à s'ennuyer. Je sais que tu as vu récemment un film qui s'appelle Un espion ordinaire avec Benedict Cumberbatch. Je me suis pas ennuyé, mais c'était peut-être trop réaliste. Exactement. Mais donc, c'est le jeu aussi. C'est le jeu. Donc moi j'en avais vu un qui s'appelait Le Pont des Espions il y a quelques années que je trouvais très sympa avec Tom Hanks. Le Bureau des légendes, bien entendu, on y reviendra un peu plus tard. Mais voilà, moi ce que je préfère quand même c'est le côté parodie. Et là on va pas se mentir, tout de suite dans les références, il y a forcément OSS 117 et énorme référence. J'ai une question. Pourquoi on aime les films d'espionnage? C'est un peu... C'est délicat à expliquer. Il y a ce côté gadget, il y a ce côté imaginaire, il y a ce côté enfantin, presque, parce que, ça nous... C'est stylé, bordel. Ouais, c'est stylé. On a envie d'être ce gars-là. On nous vend du rêve, quoi. J'ai peut-être un élément de réponse. Ok. D'une personne qu'on aime bien, qui s'appelle Christopher Nolan.
On écoute. qui dernièrement a sorti Tenet, qui est un film d'espionnage. Et il paraît. Et donc du coup, je te laisse écouter. I've always loved the spy genre. I grew up watching the James Bond films. J'ai toujours adoré les films d'espionnage, j'ai grandi en regardant des films de James Bond, et plus tard ceux de Bourne ou encore John le Carré. Et toutes ces super représentations de l'espionnage dans la fiction et tout ce qui touche à l'évasion, et je pense qu'une grande partie de cela est pour moi cinématographiquement parlant, ce que les films d'espionnage a toujours permis, l'idée de voyage international, l'idée du glamour, le fait que l'on puisse aller dans des endroits au cinéma que l'on ne pourrait jamais aller dans la vraie vie, et vous donne l'accès à toutes sortes de choses extraordinaires que vous pouvez profiter par procuration. Du coup, voilà. Un numéro vert s'affiche d'ailleurs en bas du podcast si vous avez compris Tenet. N'hésitez pas à nous envoyer. Tu l'as compris, toi Prochaine question. Je vais aller voir 2 fois, moi. Il faut au minimum, hein. Je sais pas. Après, je sais pas. Non, en vrai, il faut pas rentrer dans le... Non. Je vais essayer de comprendre. Si tu dis, ok, je crois ce qu'il me dit le garçon, tu pars. D'un point de vue général, si tu vas au cinéma pour tout comprendre, t'es pas au bon endroit. Ouais, moi, j'ai pas compris Boule et Bill, donc... Boule, c'est le chien. Non, mais du coup, j'aime bien le fait qu'il parle c'est fantasmatique un petit peu, ouais. Tu vois, on se dit putain c'est génial, on va dans des endroits, on voit bien dans Tenet, sur le bateau, dans les îles paradisiaques, dans des endroits qu'on ne connaît pas, il traverse le monde en entier, en long, en large et travers, parce qu'il est espion. Et puis... bien sûr, c'est un peu ce qu'on demande au cinéma aussi. Alors il y a bien sûr le cinéma naturaliste, réaliste qui fait partie du cinéma aussi, hein, si on a envie de voir ça, mais il y a quand même ce côté rêve, ce côté imaginaire, et quand on a passé toute la semaine au bureau, on a peut-être envie d'aller sur une plage paradisiaque le temps d'1h30, quoi. Bah ouais, et on se dit, ils font des trucs de ouf dans, par exemple, un bureau, tu vois, un truc que tu vois tous les jours, il y a des gens, ils font des trucs de ouf, les scènes d'action, ça y joue beaucoup. Un film d'espionnage sans véritable action, c'est pas vraiment un film d'espionnage, surtout dans le film d'espionnage sérieux, comme du James Bond. Ouais, bien sûr. Voilà, c'est plutôt cool. Donc ouais, c'est quelque chose qui fait rêver un petit peu, quoi. Tout à fait. Et il y a aussi le côté sérieux. Là, je reviens un petit peu sur le Bureau des légendes, qui est une série qui est super appréciée ici en France, et je crois même ailleurs. Et pourtant, c'est pas sensationnel comme série. Je veux dire, il n'y a pas de sensationnalisme. On n'est pas du tout dans le réalisme pur et dur, quoi. On est dans le réalisme pur et dur. Il y a la plupart des choses qui se passent quand même dans un bureau, hein, à la DGSE. Donc voilà. Et pourtant... pour beaucoup, on reste fasciné. Et j'ai un petit extrait d'Éric Rochant, qui est donc le réalisateur du Bureau des légendes et le créateur du Bureau des légendes. Entre parenthèses, il a également fait un film qui s'appelle Möbius avec Jean Dujardin, et un autre qui s'appelle Les Patriotes, avec lequel on reparlera avec notre invité tout à l'heure. Oh, mais qui est-il ? On ne sait pas. Donc on écoute. Dans le titre. C'est clair. Donc on écoute Éric Rochant qui nous explique pourquoi on est un peu fasciné par les films d'espions. Ce monde de l'espionnage est habité par des gens comme nous. Et c'est ça qui est intéressant de dire et de montrer. C'est des gens comme vous et moi qui avons subi, on aurait suivi une autre formation. Pas celle de journaliste, de radio, mais vous auriez suivi une formation d'espionne, d'agent du renseignement, et donc vous auriez acquis des techniques et des réflexes, et vous auriez aussi appris des valeurs, mais en fait c'est vous, et c'est moi, et c'est ça qui m'intéressait de montrer, c'est des gens comme nous. Voilà, donc c'est vraiment le côté, ça se rapproche de nous. Là aujourd'hui, on est en train de vous faire un podcast, ça aurait pu être nous. C'est ça qui je trouve est intéressant aussi, et c'est pour ça, et c'est difficile à montrer à l'écran. Et c'est là où le Bureau des légendes est fort, c'est que vraiment on a l'impression que ce gars-là, peut-être que nous dans une autre vie, on n'est pas si différents finalement. Ouais, même ça se trouve c'est notre voisin, on croise dans la rue. Parce que je trouve qu'ils jouent bien, ils jouent tous bien, mais genre Kassovitz, je le trouve très bon dans ce rôle. Et pourtant, il fait rien. Enfin, c'est-à-dire, il est très minimaliste. Hein, ouais, si ça. Et c'est ça qui est génial. Bon, c'est le plus difficile à faire au cinéma, c'est de ne rien faire. C'était Robert De Niro qui disait, si vous voulez bien jouer, il suffit de ne rien faire. Et c'est pas faux quand vous regardez un petit peu. Et d'ailleurs, c'est juste une vidéo que je suis tombé sur une vidéo dans mes recherches qui s'appelle, c'est sur la chaîne Melty. Les vrais, un ancien espion analyse les films de séries sur l'espionnage. Oui. Et donc c'est un vrai espion qui parle de ces séries, et justement le DGSI, DGSE. La DGSE, pardon, le Bureau des légendes, ouais. C'est peut-être le plus réaliste, parce qu'il y a beaucoup de... Il disait que c'était 90%, au début c'était 90% au bureau, bien et sûr. 10 sur le terrain. Et après, quand tu pars en mission, c'est l'inverse, mais il y a beaucoup de missions de bureau, de recherche, de faire des dossiers et tout ça. Ouais.
et c'est un côté qu'on avait rarement vu aussi dans les films d'espionnage. On enlève les gros bras et les bagarres et tout ça. Enfin, il y a même une scène justement dans le bureau des légendes où le gars se fait frapper, Kassovitz, ouais. Malotru se fait frapper, et il disait le truc c'est d'apprendre à se faire frapper, c'est pas se battre, donc ça casse toute la construction du film d'espionnage de base. Un espion il est pas censé se battre parce que sinon ça veut dire qu'il sait se battre. Il est grillé, exactement. Si c'est un mec normal, généralement il prend les coups. Et pour finir la petite partie sur le bureau des légendes, il faut savoir que jusqu'au 8 août vous avez une exposition à la Cité des Sciences. C'est un petit peu quand même, ça consacre un peu la série quand même, ça, parce que ça veut dire vrais décors, c'est la DGSE. Ouais, c'est les décors certains décors du bureau des légendes, et c'est une espèce de simulation en fait, comme si la sécurité française avait été infiltrée, etc. Bref, c'est jusqu'au 8 août, c'est à la Cité des Sciences à Paris. Si vous y êtes, n'hésitez pas à... Ouais, je crois aussi, en ce moment je vois pas mal de pubs sur un escape game de la DGSE avec Malotru et tout ça. Ouais. Donc c'est marrant, ça fascine. Comme quoi, même quand t'es réaliste de ouf, ça fascine aussi. Parce que tu te dis, putain, c'est la vraie vie, c'est vraiment ça qui se passe. C'est ça. Alors que l'autre, tu rêves plus qu'autre chose, quoi. Grosse consécration. Et moi, je vais poursuivre avec une de mes rêves, parce que je suis pas un grand fan des James Bond. Si j'en loupe un, c'est pas grave. Ouais, non plus. Mais il y a un truc que je peux pas reprocher aux James Bond, c'est ça. See reflections on the water, more than darkness in the depths. We have all the time in the world. When you were young and your heart was an open book, you used to say, live and let live. You know you did, you know you did, you know you did. D'accord que les musiques dans les James Bond elles sont à chaque fois incroyables. C'est clair, et encore t'as pas mis Skyfall. Il y en avait tellement. J'ai mis Tina Turner pour GoldenEye. Ouais. J'ai mis Louis Armstrong pour au service secret de Sa Majesté. Et j'ai mis Paul McCartney, Live and Let Die. Ok, voilà. Oui, Livre et laissez mourir. J'en ai mis que 3, mais il y en a tellement, et Skyfall, voilà. Et c'est comme... les James Bond, c'est un peu comme faire la mi-temps au Super Bowl, tu vois. T'as signé un James Bond, t'as une reconnaissance ultime. Tu vois, Adele, elle a eu un pic de ouf, quoi. Ouais. Elle a gagné l'Oscar pour la meilleure chanson et tout ça. Ouais. Et donc à chaque fois, les chansons, elles sont incroyables dans les James Bond, quoi. Et pour le prochain, Mourir peut attendre, il faut savoir que c'est Kinvey qui signe la... Non, mais en vrai, c'est Billie Eilish. Oh, fort. Voilà, donc consécration aussi. Hein. C'est solide, c'est solide, et ça fait généralement des bons sons, et puis c'est incroyable, quoi. Et puis autre que des musiques comme ça, le thème de James Bond, le thème de Mission Impossible, incroyable. Et je trouve la musique, elle est ultra importante. Ouais, totalement. Surtout dans les films d'espionnage où c'est très... T'as l'impression des fois de marcher sur la pointe des pieds, ou dans les scènes d'action où ça part dans tous les sens. Mais un truc que j'aime beaucoup dans les scènes d'action, c'est quand la musique ne va pas du tout avec le truc. Ah oui, tu vois, je sais pas, il y a une grande bataille, une grande baston, et là t'as de la musique classique. Ouais, je trouve le décalage, il marche de ouf. Je sais plus qui c'est qui avait... J'avais entendu ça dans une interview, je sais plus qui disait ça, que ça faisait... problème de mettre de la musique d'action sur un film d'action, ça fait de la répétition, quoi. Ouais. Ça fait du pléonasme de ouf. Totalement. Alors que si tu casses le truc, et je trouve ça incroyable. Ouais, dans Kingsman, il y a ce moment-là, notamment dans le 1, à un moment donné. Kingsman, c'est une autre rêve pour moi. Ouais. Si on rentre dans le décalage du film d'espionnage, pour moi, c'est le meilleur film d'espionnage où c'est premier degré, mais décalage, c'est assumé, et puis les scènes, pour moi, les scènes d'action, il y a une des plus grandes scènes d'action du cinéma, pour moi, bien sûr. Mm-hmm. Si vous connaissez Kingsman, vous connaissez ça. Vous allez où? Hein? C'est quoi votre problème? Je suis une saloperie de catholique. J'ai des relations sexuelles en dehors du mariage avec mon amant juif et black qui travaille dans une clinique d'avortement. Alors vive Satan. Et passez un bon après-midi, madame. Oh merde, il s'en va. Je commence le test tout de suite. J'espère qu'un max de syphilis sont procurés nos cartes SIM. Quittez cette église! Quittez cette église comme l'infidèle que vous êtes!
enlever maintenant. Vous mangerez vos bébés, vous vous noierez dans le sang du Seigneur. Il ne vous sauvera pas. Oh, putain, la vache! Oh merde, je peux pas regarder ça. Prends ma place. Et cette scène, généralement, je me la regarde juste pour le plaisir. C'est dans, pour ceux qui connaissent, c'est dans l'église où il y a un sorte, c'est un faux long plan séquence où le gars il tue toute l'église, clairement. Et ça va dans tous les sens. Les mouvements de caméra sont incroyables. Avec la musique, comme je disais, un petit peu en décalage aussi. Et je trouve que ça fonctionne de ouf. Et, la chorégraphie est super maîtrisée par l'acteur et tout, c'est très fort. Ouais, et ce qu'il y a aussi dans le bar aussi, je sais pas si tu te souviens, où il ferme la porte avec le verrou et ça part dans tous les sens. Je vois très bien. Et dans le même style que Kingsman qui est connu, maintenant reconnu, comme film d'espionnage un peu badass, il y a aussi un film qui est un peu moins connu, qui est sympa, qui s'appelle Agents très spéciaux, le titre français. J'adore quand on change les titres anglais pour mettre... bref. C'est Agent de Special. Mais en plus, ça s'appelle Code Uncle. Rien à voir. Non, mais vraiment. Alors, Uncle, c'est un acronyme, je sais plus exactement ce que ça veut dire, mais c'est un film avec Armie Hammer et Henry Cavill. Et c'est pareil, c'est un peu dans la même vibe que Kingsman. Sans le côté, comment dire, hardcore au niveau de la signature du réalisateur de Kingsman, qui est un peu gore de temps en temps. Violent, c'est un peu violent. Là, c'est un peu moins violent. Par contre, en termes d'espionnage, c'est peut-être encore un peu plus précis. Et je vous le conseille, c'est un très bon film, je trouve, dans le côté badass, quoi. Dans le côté dans la même veine, dernièrement, il n'y a pas si longtemps que ça, en début d'année, c'était Nobody. C'est avec l'acteur Bob Odenkirk, qui joue dans le spin-off de Breaking Bad. Enfin, il fait l'avocat un petit peu brigand, quoi, qui est Better Call Saul. Et là, c'est pareil, c'est vraiment assumé de ouf. Et donc, c'était un ancien espion qui s'est rangé dans la vie normale. Et là, ça au début, on sait pas, on pense que c'est juste un loser, entre guillemets. Et en fait, le gars, c'est un ouf, quoi. C'est super violent et puis c'est super drôle. Donc, c'est tout en décalage et tout. Et je trouve le fait que ça soit grave assumé, ça fait un film trop bien, quoi. Genre, un truc tout con, ils sont en train de se battre dans une usine, ils tuent plein de gens partout. Et là, t'as un panneau avec écrit 13 jours sans accident. Il prend le temps d'effacer, il met un 0, tu vois. Et c'est que des petits détails comme ça que je trouve grave assumés et grave marrant. Ouais, c'est clair que ça fait des petits détails qui font la diff, quoi. Et donc, on a le décalé, mais on a aussi le assumé complètement, où on rentre pile dans la comédie. Ouais. Et pour faire le lien, je te propose cet extrait. Je te dis pas ce que c'est, je te dis après. Essaie de deviner. Mr. Bond! I say, Mr. Bond! Catch you later, perhaps. Right. Nigel Smallfoot, British Embassy, Nassau. How'd you do, Nigel? Sorry I'm late. But as you're one of these undercover Johnnies, I took the precaution of not being followed. And that's why you shouted my name across the harbor. Oh, God, did I? Oh, I'm sorry. Alors, Kezako. Est-ce que ce serait pas Johnny English? C'est Johnny English. Enfin, c'est Rowan Atkinson. Rowan Atkinson, c'est son premier rôle au cinéma et c'est dans un film de James Bond. C'est incroyable. Il donne la réplique à Sean Connery pour son premier film au cinéma. Et donc lui qui après a fait vraiment une parodie entre guillemets de James Bond avec Johnny English. Et je trouve le lien est top. Ah, mais parce que là il est dans un James Bond, un vrai James Bond. C'est lui. Ah, mais je pensais que c'était déjà sur Johnny English. Non, il est tout jeune, il donne la réplique à Sean Connery. Ah, le lien est fort, ouais, c'est clair. Et juste après il a fait Mr Bean et du coup avec celui-là qu'on sait qui est, quoi. Oh, ouais, exactement. Voilà. Et donc, du coup, on a eu le droit après à plein de comédies, plein de parodies. Ça a été le début de quelque chose aussi. Johnny English. Il y a bien entendu Austin Powers, qui est une grosse ref aussi à ce niveau-là. Il y a Cody Banks. Avec Frankie Muniz, l'acteur de Malcolm. Pareil, il y en a eu quelques-uns. Bon voilà, ils sont pas tous aussi réussis les uns que les autres, mais il y a une vraie culture comme ça en Angleterre. Aussi, et en France aussi, bien entendu. Ah, vas-y, je te laisse en parler. Bah oui, on va forcément parler d'OSS 117, qui est une grosse référence pour tous les deux, et je pense pour beaucoup de monde qui nous écoute. Je pense que tout le monde est capable de faire une réplique. Bah c'est ça.
à minima, parce qu'il y en a peut-être certains qui sont capables de se parler une seule journée avec que des répliques d'OSS aussi, tu vois. Ça peut être un joli défi de parler qu'en OSS. Ça peut le faire. Il y a un truc qui est sorti comme ça sur internet où il y a quelqu'un qui était sur Tinder et il draguait que avec des répliques. Mais genre il s'était imposé ça comme règle. Je sais pas si ça t'arrive à draguer avec ça aujourd'hui. Il n'avait pas eu de date, non, je crois pas. Non, mais voilà. Alors après, bien sûr, ce serait trop simple de dire waouh, on adore OSS, on va vous passer toutes les répliques et puis on fait un. On a essayé un petit peu de décrypter pourquoi on aimait OSS, pourquoi ça nous parle, pourquoi ça nous touche et pourquoi surtout, en tout cas pour les 2 premiers, on a hâte que le 3e sorte. Pourquoi on trouve jamais ça offensant en fait, parce qu'au final il dit des horreurs. C'est le pire. C'est le pire. Et on a essayé de se demander pourquoi on le trouve jamais offensant. Et il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Calmos, la chaîne. EO Calmos. Ça s'appelle la vidéo, si je vous la conseille en entier, ça s'appelle Comment est votre second degré. Et j'ai sélectionné ce petit extrait qui je trouve est assez parlant. Car le but est surtout de coller à l'idée générale que le spectateur se fait du cinéma de l'époque. En cela, les OSS 117 de Michel Hazanavicius s'écartent de la tradition parodique pour une forme de comédie plus raffinée, un pastiche. Un postiche? Non Hubert, un pastiche. De l'italien pasticcio, qui veut dire pâté, le pastiche au sens strict repose sur l'idée de mélange. Il consiste donc non seulement à imiter un genre, mais surtout à le confronter à un contexte inhabituel, comme une sorte de remix cinématographique. C'est par exemple la logique du western spaghetti qui s'inspire du genre américain ultime pour le passer à la moulinette de l'opéra et de l'iconographie catholique. C'est aussi la démarche d'un Brian De Palma qui confronte des motifs empruntés chez Hitchcock, Coppola ou Antonioni à l'esthétique du cinéma bis des années 80. A l'inverse de la parodie, le pastiche ne cherche pas à saboter ses références, mais au contraire à les restituer fidèlement pour mieux les mettre en perspective. Comme le résume la critique Ramona Curry, la parodie déconstruit, le pastiche reconstruit. Le matériau original ainsi reproduit est alors soumis à un regard neuf, un second niveau de lecture. Donc si on vous demande, OSS ce n'est pas en fait une parodie, c'est plutôt un pastiche, et voilà, c'est entre la caricature et la reproduction. Ouais, parce que ce film sort à l'époque où il est tourné, ça aurait pas eu le même effet, quoi. C'est exactement ça. C'est-à-dire que si on fait ce film-là avec quasiment, bon là on grossit quand même vachement le trait sur Hubert Bonisseur de la Batte, mais si on fait quasiment le même film, je sais pas, dans les années 60-70, ben, comme il est dans une époque où il y a beaucoup des clichés qui sont acceptés, c'est juste un film d'espionnage quasiment. Bon, je grossis volontairement le trait, mais on n'en est pas loin. Et ce qui marche, c'est que c'est une reproduction fidèle, avec l'humour, etc. Et tout. Je veux dire, il représente quand même des choses assez dramatiques, hein, le personnage. Hein, parce que, en fait, on se fout plus de la gueule de Hubert. Hubert, ouais. Hubert. J'ai faim. C'est ça. On se fout plus la gueule de Hubert que de qui lui se fout de la gueule, tu vois. On se dit putain, ça c'est une autre époque, et du coup on a le regard extérieur, quoi. Ouais, exactement. C'est ça. C'est-à-dire que le personnage, en fait, il est caricaturé, mais pas tant que ça. C'est juste qu'il est mis dans une autre époque avec les autres personnages. Ce qui change, c'est que les autres personnages maintenant le trouvent ridicule dans le film. Tandis que dans les films d'espionnage des années 60-70, tout le monde avait accepté le côté un peu sexiste, voire pas qu'un peu, raciste. Enfin, il a tous les vices en fait. Hein. Ouais, c'est une espèce de somme de tous les vices. Et comme on se moque aussi de lui, bah en fait, on fait partie du tout. Et il est un peu. On s'identifie pas, quoi. On s'identifie. Non, bah non. Non, on s'identifie pas, on est juste là en disant mais il est vraiment trop con. Ouais. C'est un peu ça, quoi. Et du coup, ça désolidarise un petit peu l'offense. Je sais pas. En fait, on est tous ensemble. En fait, c'est un peu genre dans une salle de cinéma. J'ose espérer qu'on est tous ensemble en train de rire de lui, quoi. Ouais, et pas forcément avec sur ce moment-là, quoi. Oui, on espère. On espère, quoi. Donc, on essaie de trouver pourquoi ça nous fait rire, au-delà de toutes les répliques qu'on connaît. Bah ouais, c'est ça, mais c'est très intelligent, la manière dont c'est fait, parce qu'on se moque d'une génération, on se moque de clichés, tout en se moquant de nous. Bah, avant, c'est ça. De nous avant, plutôt. C'est ça, c'est une catharsis, ce qu'on appelle au théâtre. C'est que ça nous fait du bien aussi de se moquer de nous et de ce qu'on a pu être. Du coup, ça se trouve, dans 30 ans, on aura des films sur notre génération. Eh bien, tout à fait. Et ça, c'est fort. Waouh. Ah, dans 30 ans. Bientôt, dans 30 ans, il y aura un OSS 117. Aujourd'hui, la DG. Pourquoi pas. Et pourquoi pas. De toute façon, on va en reparler d'OSS 117. Oui. Parce qu'on a un invité qui est un petit peu lié
Un petit peu lié. 17, je ne vous en dis pas plus, on vous le dit tout à l'heure. Et moi, je voudrais revenir aux bases, pas des films d'espionnage, mais de nous. Ouais. Parce que dès le début, on nous met dans le bain avec des films d'espionnage où là, vu que c'est les débuts, on nous fait rêver sur des choses, on nous fait fantasmer sur l'idée du film d'espionnage. Bien sûr. Parce qu'il y a beaucoup de films d'espionnage pour enfants finalement, tu vois. Ouais. Et un que j'ai regardé en boucle, c'est un extrait d'interview. D'habitude, dans tes films, tu joues quelqu'un qui est vraiment fort en arts martiaux. Dans ce film, tu dois jouer le gars dont le costume est vraiment bon en arts martiaux, et c'est très convaincant. Je veux dire qu'on a vraiment l'impression que tu te fais diriger. Mais à quel point c'est difficile? Très difficile, ce n'est pas comme Rush Hour où je dois savoir comment faire, où je dois combiner mes gestes et mon visage. Et là, c'est l'inverse, je ne sais pas si je dois aimer ou pas. Je dois aimer ce pouvoir, mais à la fois ne pas comprendre. Et donc, je sais pas si tu as reconnu, si ça te dit quelque chose cette interview. C'est Jackie Chan? Ouais, c'est Jackie Chan dans Le Smoking. Le Smoking, si, je l'ai vu, bien sûr. C'est un chauffeur taxi, je crois, qui tombe sur un smoking, et le smoking fait qu'il sait se battre de ouf, et que c'est un agent secret trop fort parce qu'il maîtrise l'art martial à la perfection. Et moi, c'est le genre de film que je regardais en boucle. Alors, c'est peut-être un AV, je pense que je vais pas le regarder aujourd'hui parce que je vais casser mon enfance peut-être. Et ta télé. Mais moi, j'étais dans une période de Jackie Chan où je regardais tout ce qu'il faisait. Il était incroyable, tu vois. Et là, donc, quand il était agent secret, t'avais envie d'avoir ce smoking, parce qu'en plus, ce smoking, c'est l'objet du super espion, super classe, d'une James Bond et tout ça. Et là, le voir enfiler dans ce smoking, t'avais envie d'avoir ce gadget ultime, parce que il y a aussi, dans les films pour enfants, il y a beaucoup plus l'esprit gadget. Exactement. Que dans les films d'aujourd'hui où c'est vachement sérieux, le gadget ça s'appelle une arme, tout simplement. Et là, il y a vraiment, on joue vachement avec les gadgets un petit peu fantasques et tout ça. Et donc, c'est incroyable. Ouais, carrément. Mais là, tu parles du smoking. Ouais, si on dit qu'on a 30 ans, enfin, si on parle de moi, ouais, je devais avoir peut-être 11-12 ans quand c'est sorti, ce genre de film. Mais il faut aussi se rendre compte qu'on est biberonné à ça sans le savoir bien avant. Et là, je te mets juste un petit générique et si tu le reconnais, t'as eu la même enfance que moi. Allô, j'écoute, Jerry. Ah, merci. Les Totally Spies, oui. Les Totally Spies, c'est-à-dire que les Totally Spies, c'est des espionnes. Hein. C'est quand même 3 filles qui vont à la base au lycée et qui finalement se font aspirer par des poubelles pour aller voir un gars qui fait « Salut les filles » et qui derrière va leur proposer des missions totalement... si tu prends un scénario de Totally Spies, ce n'est pas pour les enfants, monsieur. C'est vrai que des fois, il y a des trucs, c'est hard. Hein. Quand j'ai regardé, ça m'arrive de regarder... quand je tombe dessus, de ne pas zapper. C'est vrai qu'il y a des moments où tu dis quand même il y a de l'enlèvement, totalement. Il y a du meurtre. Heureusement que c'est passé au 2e, 3e, 4e degré, mais tout ça pour dire que sans le savoir, on est biberonné en fait déjà par les films et les fictions d'espions, parce que vraiment, c'est quand même... Là, en termes de gadgets aussi. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Et même tout à l'heure, t'en parlais, Cody Banks. Cody Banks. Moi, je regardais ça en boucle et je disais, je vais regarder Malcolm agent secret. Bah oui, parce qu'ils ont aussi profité de la popularité à ce moment-là de Frankie Muniz, tout à fait. Tout ce qui était Martin Matin, à un moment quand il devient espion. Martin Mystère aussi, le côté. Comme tu le dis, on est biberonné par ça. Biberonné de la plus tendre enfance, ce côté ludique, enfantin, et finalement, on est des grands enfants. Et je voulais faire un petit fun fact aussi pour faire un clin d'œil. Un petit clin d'œil à notre première émission sur le doublage. Figurez-vous que si vous êtes adepte des Totally Spies, figurez-vous que Alex et Mandy c'est la même personne. Sont doublés par la même comédienne de doublage qui s'appelle Céline Mauger. Voilà, et on n'a rien vu, donc big up à elle. Big up à Céline. Parce qu'on s'est fait avoir. Exactement, tu nous as bien eu. Je crois qu'on a bien fait le tour du film d'espionnage. On est passé du sérieux jusqu'à notre enfance. Et là, je pense qu'on va plus aborder avec un professionnel, on va dire. Alors, on n'a pas d'agent secret parce qu'on n'a pas eu les contacts, mais on a tout simplement... On a monsieur Jean-François Alain. Alors peut-être vous dites monsieur qui, Jean-François Alain. Oui. Et c'est juste la personne qui a écrit tous les OSS 117. Ni plus ni moins. Et d'autres films aussi dont on va parler. Et la série, donc pour qu'on reste dans le thème de l'espionnage, Au service de la France, qui a très bien marché, qui est disponible sur Arte et sur Netflix, qui est dans la même veine de OSS 117. Et donc on va aborder avec lui son parcours, comment lui est venue l'idée, comment rire justement de l'espionnage, de rire de ses clichés. Tout à fait. Tout sur OSS 117 aussi, sur Au service de la France, sur plein de choses. Ça a été très sympa pour nous. Très très sympa.
Ouais, franchement, c'était un très bon moment. On a passé une très belle matinée avec Monsieur Alain. Et donc, la première question qu'on lui a posée, c'est... C'est quoi ta ref ? Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Alors, elles sont... comment dire ? Moi, je ne suis pas très... Par exemple, si je lis un livre de John le Carré, je ne comprends pas. Voilà, je suis pas très fort là-dedans. Donc, c'est-à-dire que... Et même, il y a même certains films d'espionnage. Je me souviens d'un film qui s'appelait La Taupe. Vous vous souvenez de ce film ? Oui, avec Gary Oldman, ouais. Voilà, et qui est un film que j'ai pas tellement compris. Moi non plus. Voilà. Et on a deux solutions dans ces cas-là. On se dit je suis un crétin et on culpabilise et on se trouve complètement nul pendant je sais pas combien de temps. Ou alors on se laisse porter en disant c'est pas grave, je ne comprends pas, mais c'est bien, voilà. Donc mes références ne sont pas très pointues. Si, peut-être l'affaire Cicéron de Mankiewicz, je ne sais pas si vous avez vu ce film. Mon prix est de 25 000 livres sterling, en espèces. À ma connaissance, jamais dans l'histoire de l'espionnage, un espion ne s'est fait payer un tel prix pour un renseignement. Jamais dans l'histoire de l'espionnage, on a détenu ce que je détiens. Donc Joe, voilà, qui est un des rares cinéastes hollywoodiens à être scénariste, justement. Il y en avait très peu, il y avait eu Billy Wilder, il y avait lui, il y en avait très peu qui avaient réussi à avoir ce droit-là. Et ce film est formidable. Et sinon, mais moi c'est plus des références un peu ludiques, évidemment les James Bond, mais avec Sean Connery, même s'ils faut être honnête, ce ne sont pas des bons films. Ouais. C'est pas des très bons films, c'est surtout le charisme. C'est le personnage plutôt là. Le personnage, le mec, tous ses poils, tout ça, voilà, bon. Et tous ces petits peignoirs, ces petits, vous savez les petits peignoirs shorts, je sais plus dans quel film, il y a un peignoir short. Avec une ceinture, là, le truc qui s'arrête à mi-cuisse. Le truc sexy, quoi. Le truc qui est proto-gay quand même, et le mec arrive à être sérieux, à poser des questions en disant ah oui, c'est marrant qu'on est comme ça en Jamaïque. Le mec est en peignoir bleu ou jaune canard. Vous n'êtes pas crédible, monsieur. Voilà, c'est ça. Et puis des séries télé comme qui s'appellent Les Agents Très Spéciaux, que vous connaissez peut-être. L'organisation Uncle possède des agents de toute nationalité. Son but, maintenir l'ordre, partout dans le monde. Voilà, moi c'est plus des choses comme ça, voilà. Et évidemment, même si c'est pas de l'espionnage, mais c'est construit sur le suspense, sur Hitchcock, voilà. Donc je pense par exemple à La Mort aux trousses, qui est quand même vraiment un film exceptionnel. Voilà à peu près, si je cherche un peu, voilà à peu près les références. C'est pas du copieux, hein, c'est pas très qualitatif. Hein. Et ah si, il y avait un truc que j'aimais bien, mais ça c'est plus de la comédie, que je n'ai jamais revu. Il faut pas revoir les vieilles choses, je pense, mais pas toujours. C'est Max la Menace. C'était une sorte d'agent secret qui avait un micro dans sa chaussure et tout ça. Des gadgets. Ouais, des gadgets, et c'était assez délirant, voilà. Voilà un peu mes références en espionnage. Après le reste, moi je comprends rien au taupe, au double taupe, tout ça, je ne comprends rien à ça. Parce que là, dans vos rêves, vous avez cité pas mal de films d'espionnage sérieux, entre guillemets. Ouais. C'est quoi votre envie de vous moquer de ces films, justement ? Est-ce que c'est parce que c'est trop sérieux ? C'est ça qui m'amuse, c'est le sérieux. C'est comme voilà, pour OSS 117, ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est qu'il se prend au sérieux et que tout le monde se prend au sérieux, y compris les gens qui font le film. On a l'impression de tous faire un film très très sérieux avec une histoire très compliquée, et puis pas du tout. C'est ça que j'adore, c'est les mecs qui ont des phrases à double sens, c'est tout le monde qui peut être un suspect, moi c'est ça qui m'amuse. La face cachée. Ouais, la face cachée et puis le quotidien, quoi. Et du coup pour OSS, c'est une adaptation des romans de Jean Bruce ? Non. Non ? Non. On dit pas... Non, pas du tout. Est-ce que vous en êtes inspiré un petit peu ? Mais pas du tout. Alors c'est marrant parce qu'il y a encore des gens qui pensent comme vous que c'est adapté, mais c'est pas adapté parce que vous avez lu un petit peu les OSS, non ? Alors est-ce que vous savez ce que c'est déjà au départ OSS dans le monde de l'espionnage ? Alors donc c'est sans doute les premiers romans d'espionnage qui soient sortis. Alors on peut imaginer qu'Arsène Lupin c'est un peu de l'espionnage. On peut imaginer, quand même. Oui, tout à fait. Voilà. Arsène Lupin c'est très bien. Je ne sais pas si vous en avez lu, c'est des très bons bouquins. Et donc OSS 117 ça déboule à la fin des années 40 et c'est avant James Bond. C'est antérieur. C'est avant SAS évidemment. C'est ce que ça veut dire l'acronyme OSS. C'est l'ancêtre de la CIA. La CIA s'appelait OSS avant. Et donc c'est un Américain qui s'appelle Hubert Bonusson de la Batte, qui est de Louisiane, donc d'origine française, noble. Voilà. Et c'est vraiment un Américain au service des services secrets américains.
Et il a, comment on appelle, un sidekick qui s'appelle je sais plus comment. Non, ça n'a rien à voir. C'est pas du tout adapté. Ok. Ce sont les producteurs. Parce que pourtant, ça a été nommé au César dans la meilleure adaptation, c'est ça? Oui, c'est absurde. Ouais. Absurde. C'est des scénarios originaux en fait que vous avez... Ah ben il n'y a même aucun rapport. Le seul rapport c'est le nom. OSS 117 et Hubert Bonisseur de la Batte. Voilà. Et comme c'est pas adapté, comment vous est venue l'idée de faire un truc comme ça? Ce sont les producteurs qui ont acheté le nom. Parce que eux, leur père avait ces bouquins-là chez eux. Donc ils ont trouvé ça chez eux et toute leur enfance, il y avait ces bouquins-là, ils en ont peut-être lu un ou deux. Moi je connaissais le nom, j'en ai jamais lu. Voilà. Et quand ils m'ont dit est-ce que tu as envie de faire un pastiche et non pas une parodie, parce que c'est pas une parodie, moi l'idée me plaisait bien parce que je trouvais parler de la France des années 60, ça me faisait beaucoup rire. Et puis j'ai commencé à en lire un. Et après, donc j'avais le droit d'adapter tous ceux que je voulais. Voilà. Et comment ça se fait qu'on vous a choisi vous? C'est pas gentil comme question. Mais je veux dire, comment vous êtes retrouvé dans cette boucle? Voilà, une sorte de comme le loto du patrimoine. Non, parce que j'avais fait un film qui s'appelait Quasimodo del Paris. Que pas mal de gens ont aimé, qui avait un succès. Ça s'est vendu aussi comme une adaptation de Victor Hugo. Voilà, par exemple. Et qu'ils avaient vachement aimé, parce que j'avais fait les Guignols de l'info, qu'ils aimaient beaucoup, et ils pensaient qu'il y avait cette patte. Voilà. Et donc, moi, j'ai commencé à lire un bouquin, et je me suis dit, non, je vais pas adapter, parce que déjà, ce sont des livres sérieux, c'est pas des comédies, les bouquins. C'est vraiment des bouquins d'espionnage. D'une époque où on voyageait beaucoup moins que maintenant, donc tout est fantasmé. C'est-à-dire on vous parle de l'Égypte, c'est une sorte d'Égypte un peu un Orient, voilà, revisité. Voilà, on vous parle de l'Algérie, c'est l'Algérie française, c'est machin. Bon voilà, une époque où il y avait beaucoup moins d'avions et tout ça, donc ça faisait rêver les gens. Et c'est des archétypes, c'est des clichés, voilà. Donc je me suis dit mais non, voilà, c'est ça qu'il faut faire. Il faut que je parle de la France d'aujourd'hui, mais en la mettant dans le passé. Et en utilisant tous les archétypes, un peu racistes, un peu misogynes, un peu voilà. Le problème avec l'arabe, c'est que ce n'est pas facilement lisible. Même au niveau du son, on sent vraiment. Oui, non, mais c'est joli, c'est joli quand même. L'arabe est parlé par des millions de personnes, et son écriture est un art. Des millions. Des millions, vous êtes charmante. Mais vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Larmina? Pour revenir sur OSS, vous avez dit que c'était les producteurs qui vous ont contacté, c'est ça? Ouais. Est-ce que du coup ils vous ont dit il y aura Jean Dujardin? Est-ce que non, non c'est moi qui ai écrit pour Jean. Vous savez que c'était... Non, c'est-à-dire que les producteurs faisaient un film à l'époque qui s'appelait Brise de Nice. Ils m'ont dit on fait Brise de Nice, Jean Dujardin, est-ce que tu connais Jean Dujardin? Et je ne connaissais pas trop. Ils faisaient un gars et une fille à l'époque, donc j'ai regardé un gars et une fille pour voir. Et je trouvais qu'il avait une voix géniale. Et je trouvais qu'il avait un physique assez marrant, c'est-à-dire qu'il a un physique un peu ancien, un peu de notre époque. Voilà. Et donc je me suis mis à écrire pour lui, parce que comme moi j'ai écrit très longtemps pour les Guignols, et quand j'étais aux Guignols, on imitait les voix tout le temps. Donc je me suis mis à imiter Dujardin, sa façon de parler. Et quand j'ai donné le scénario au producteur, ils m'ont dit, on dirait que tu as écrit pour Jean. Je dis, bah ouais, j'ai écrit pour Jean. Voilà. Sans que vous disiez que c'était pour Jean, ils avaient remarqué que c'était pour Jean Dujardin? Ouais. Ah ouais, c'est ça que vous avez réussi. Oui, mais c'est aussi parce qu'il sortait d'un tournage avec lui aussi. Peut-être il avait dans l'oreille. Voilà. Et puis, non, pour le réalisateur, on a essuyé beaucoup de refus. Sur le premier, ouais, beaucoup de refus, vraiment. Et comme on n'avait pas de réalisateur, on avait Jean, et on avait un scénario, on avait M6, tout ça, on n'avait pas de réalisateur. Et c'est moi qui ai pensé à Michel, que je connaissais depuis très longtemps. Vous avez tourné avec les amis aussi? J'ai écrit j'ai fait une consultation. Ouais, j'ai pas vraiment coécrit. Ouais. C'est marrant, je l'ai revu il n'y a pas longtemps. Ah oui? Ouais, je l'ai pas revu depuis l'époque. Et il y a des trucs bien dedans. Le film n'est pas réussi, mais il y a des trucs bien. Donc voilà l'histoire. Et du coup, vous avez pensé à Michel Azanavicius? J'ai pensé à Michel parce que je l'avais connu à Canal, parce que je sais que c'était un grand formaliste. C'est un formaliste. Et donc je lui ai fait lire le scénario, mais il a adoré. Et je lui ai dit, écoute, il y a peut-être une petite possibilité, parce qu'on n'a pas de réalisateur, on va voir. Et puis un jour, on a déjeuné avec lui, avec les producteurs, puis c'est comme ça que ça s'est fait. Voilà. Et est-ce qu'il a réécrit un petit peu avec vous? Ah oui, mais ça c'est la tradition. Ouais. C'est toujours, on a fait ce qu'on appelle une adaptation, c'est-à-dire on a fait une version de tournage. C'est-à-dire après, parce que Michel c'est un auteur aussi, donc Michel qui sache s'il est à l'aise avec tel ou tel truc qu'il ne comprenait pas, ou me pousser plus dans l'écriture, ou puis après on rentre dans les prérogatives financières. Si on est trop cher, il faut couper des scènes, enfin, voilà, oui bien sûr. Et du coup, le premier a très bien marché. Je l'ai écrit à 90% le premier. Ouais. Et le deuxième on l'écrit ensemble. Ouais. Le deuxième a mieux marché encore. Et est-ce que du coup c'est le fait qu'il y ait peut-être que ça a marché, il y avait plus de budget et vous avez vu les choses peut-être plus en grand ou moi pas je trouve qu'il y a eu plus de budget, à mon avis le film est trop cher.
Et ouais, je pense que le film est trop cher, je pense qu'il y a des trucs dont on n'avait pas besoin. Et je préfère le premier, moi. Voilà. Voilà. Et le troisième? Alors le troisième est moins cher. Et moi je peux pas vous dire, mais les gens l'aiment beaucoup le troisième. Ok, d'accord. Hubert, n'êtes-vous pas le meilleur? Je vous répondrais oui, ça serait de la prétention. Je vous répondrais non, ça serait de la bêtise. Que savez-vous de l'Afrique? Les Africains sont joyeux, sympathiques, rigolards. Ce sont nos amis. Ce sont nos frères, quasiment. Et ensuite, nous exploitons là-bas les mines de diamants, les puits de pétrole, le gaz, l'uranium. Nos amis africains sont très tendus. Bonjour, monsieur. Ils ne se sentent pas respectés ni traités d'égal à égal. Bonjour, messieurs. Bonjour, madame. Bravo. Qu'est-ce que vous faites, là? Je porte vos valises, c'est mon travail. Mais qu'est-ce que c'est que ces préjugés? Est-ce que vous avez senti une différence entre le travail avec Hazanavicius et Nicolas Bedos? Ah bah oui, ce sont deux fous différents, donc voilà. Oui, il y a une différence, c'est que... Alors bon, Michel a laissé une empreinte sur OSS qui fait peur à beaucoup de gens. Donc beaucoup de réalisateurs n'ont pas voulu prendre la suite parce qu'ils avaient un peu peur en disant j'ai pas moi un style aussi marqué que Michel, j'ai pas... voilà, bon. Et Nicolas, lui, il s'en foutait. Ouais. Lui, ça l'amusait, il voulait faire OSS 117 parce qu'il adorait les films et qu'il avait envie d'en faire un, et voilà. Et donc il y a déjà cette différence-là. Ce sont deux auteurs tous les deux, et deux bons auteurs tous les deux. Donc le troisième je l'ai écrit, et puis après on a fait cette version d'adaptation toujours avec Nicolas, et il y a eu des très bonnes idées de la part de Nicolas. Ensuite, c'est pas le même, je sais pas comment dire, le film est pas fait pareil, puisque c'est un film qui se passe dans les années 80. Oui, donc comme les deux premiers, il calque un peu la façon de réaliser, donc il est beaucoup plus mouvementé. Et est-ce que par exemple là vous disiez que vous avez écrit pour Jean Dujardin sur le premier, est-ce que là vous saviez par exemple que OSS 1001 allait être jouée par Pierre Ninet au moment de l'écrire ou pas? Non, d'accord. Du tout. On avait quelques noms en tête, dont le sien, mais il y a aussi d'autres jeunes comédiens. Ouais. Et non, je ne savais pas. Non. Et vous avez un mot à dire sur le casting ou juste on vous dit bon il y aura peut-être lui? Non, je peux proposer des noms, ouais. Mais après on en fait ce qu'on en veut. Ok. Non, je peux même vous dire que pour Armand Lessignac, qui est quand même un rôle maudit, parce que les trois acteurs qui ont joué Armand sont morts. Ouais, c'est vrai, Pierre Bellemare. Puis Vladimir Mirdanov est mort il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais, mais juste après le tournage, il avait des pépins de santé sur le tournage et puis il est mort quoi. Et non, moi j'avais pensé, alors ça va aller dans le sens de ce que je viens de vous dire, moi j'avais pensé à Jean-Pierre Bacri, alors vous voyez. Bon ben voilà. Il y a un problème de timing là. Ouais. On a un problème de mort. Oui, vraiment, c'est le rôle maudit. Bon. Mais c'est un point tel, mais non mais vraiment rôle maudit, parce que c'est un point tel, parce qu'on avait Michel Aumont qui devait jouer, donc quand on fait le premier OSS, on contacte Michel Aumont. C'est Michel qui voulait que Michel Aumont joue, voilà. Vous voyez qui est Michel Aumont? Oui. Super comédien qui sait justement faire très très bien le deuxième degré. Il aurait été super, ouais, super. Ouais, c'est vrai. Et Michel Aumont dit là il a pas tellement envie. Bon. Voilà. Et puis pour le deuxième, on contacte. Il dit bah ouais, mes potes m'ont dit que j'avais été con de pas faire le premier, machin, bien sûr, évidemment. Et puis il a une tournée théâtrale. Et puis il est décédé, ouais. Voilà. Et donc si jamais il y a un quatrième OSS, oui, il n'y aura pas de chef de OSS 117, il y aura une femme. Courage à elle. Non mais il faut casser ce truc-là. Ouais, c'est clair. Mais courage à elle dans le sens où elle risque de mourir quoi. Oui, c'est surtout ça. C'est pas un homme donc voilà. Non, c'est vrai. Donc du coup vous n'êtes pas fermé à un quatrième OSS. Mais je crois que au-delà de pas être fermé. Je crois que tout le monde a envie d'en avoir un quatrième. Ça dépend aussi de celui-ci. Les conditions dans lesquelles on sort sont quand même terribles parce que là déjà ça va faire 3 fois qu'on est reporté. On sort avec cette histoire de passe sanitaire, on sort en été. Vous avez commencé avec, vous avez été tôt au Guignol, ouais. Avec Bruno Gassio et Benoît de Lépine. Ouais. Vous travaillez, j'ai l'impression, beaucoup en groupe finalement. Ouais, j'aime bien. Ouais, c'est ça. C'est quoi votre sentiment sur le travail de groupe du coup? Ça vous nourrit? Non, mais déjà moi je suis quelqu'un qui n'a aucune confiance en lui, donc c'est très difficile d'écrire tout seul. C'est vraiment très très difficile. Par exemple pour écrire le troisième OSS, j'en ai vraiment bavé. Aussi parce qu'il y avait des circonstances qui n'étaient pas très faciles. Vous étiez tout seul là sur OSS? Ouais. Une grosse pression, une grosse attente du public. Et moi je fais partie du public d'OSS. Moi je fais pas. Donc c'est-à-dire que j'ai pas envie d'être déçu. Vous écrivez pour vous de base. Ben non mais c'est vrai, rire, bien sûr. Et puis j'ai pas envie d'être déçu parce que moi j'adore OSS, j'adore le héros, j'adore Jean, voilà. Donc ça n'a pas été simple. Et je trouve que effectivement écrire en groupe c'est
Ça permet d'avoir des coups de mou. Voilà, c'est pas mal, quoi. On n'est pas tout seul. Je sais pas, je trouve ça très agréable. Et 3, c'est très bien. Est-ce que vous avez travaillé en collaboration aussi avec Patrick Timsit? Oh, beaucoup, oui, j'ai créé ces spectacles. Ouais, ouais, vous avez écrit ces spectacles. Depuis très longtemps, ouais. Et quand on connaît le partenaire, est-ce que c'est jouissif presque? Ah bah oui, bah oui, parce qu'on sait comment... Patrick sait comment me déclencher, moi je sais comment le déclencher. Oui, bien sûr. Et puis surtout, il n'y a pas de tabou. On peut sortir une blague de merde, c'est pas grave. Oui, ça c'est pas grave. C'est ça qui là en ce moment j'écris un film justement avec quelqu'un et bon bah on a mis au début un petit peu de temps parce qu'on se connaît pas, enfin on se connaissait un peu mais pas. Il faut le premier encart quoi. Et oui, ouais, c'est ça. C'est comme le premier. Tiens, je vais tenter telle blague. Oula, ça marche pas. Voilà. Bon. Voilà, il faut une complicité. Avec Jean-André Leclerc sur le service de la France, on ne se connaissait pas du tout quand on a commencé à écrire. Parce que vous êtes 3 à écrire sur ça. Ouais. Et ça a été une de mes plus belles expériences d'écriture. Vraiment, j'ai adoré cette série. Et beaucoup plus la deuxième saison que la première, parce que pour moi la première a un problème de réalisation. Là, elle est belle, mais elle est plus esthétique que narrative. La deuxième est peut-être un peu moins belle, avec moins d'ambition esthétique, mais je trouve qu'elle raconte très bien. Et je regrette tellement qu'il n'y ait pas de troisième saison. Alors ça a failli se faire, quoi. Et... ça sera pas pour sûr. Ah, c'est sûr. C'est vraiment dommage. Alors c'est une série qui a marché, on a eu des prix, on a eu... bah oui. Sur Netflix ça a fonctionné, on a un public dans votre tranche d'âge. Et comment vous est venue l'idée justement de Service de la France? C'est tout bête, c'est les coulisses d'OSS. C'est les coulisses. C'est ça. Oui, c'est ça. Je trouve la première saison, c'est surtout sur l'indépendance des pays à cette période-là. Et je trouve la saison 2, c'est plus l'indépendance de l'humain en général, quoi, de l'indépendance de la femme, de l'homosexualité. Mais c'est tout. Parce que je trouve l'évolution des personnages féminins est très forte dans la saison 2. C'est lié à plusieurs choses. On n'était pas convaincus dans la saison 1 par le personnage de Claiborne. Donc on trouvait que ça ne fonctionnait pas. Donc malheureusement pour la comédienne, on a arrêté le rôle. Ça a été un peu difficile, mais voilà, on trouvait que ça ne marchait pas. Et on trouvait en revanche que Marie-Jo était super. Donc ça nous amusait qu'elle devienne agent. Et on trouvait que la femme du colonel était super. C'est-à-dire qu'elle a eu peut-être 2 scènes dans la première saison et elle était top. Et donc on a eu envie de... Alors ce qui est drôle, c'est qu'évidemment la femme du colonel dans la série, on est en 60, elle est habillée en 60 et tout ça, elle fait bobonne, quoi, bobonne quinca. Voilà, et dans la vie, cette comédienne Stéphanie, c'est une très jolie femme qui fait beaucoup plus jeune et machin, donc on s'est dit, tiens, on a envie de lui faire une sorte de coming out, enfin de... Voilà. Et finalement, l'Algérie va se séparer de la France, ou la France va se séparer de l'Algérie, comme on veut. La femme du colonel va se séparer de son mari, Marie-Jo va se séparer de Callot. Et en fait, c'est l'émancipation, la rupture, et la série ne parle que de ça. Voilà. Et ça nous amusait beaucoup. Et alors, il y a un truc dont on est vraiment fiers, c'est l'épisode sur l'homosexualité. Donc il y a cette chanson-là, mais il y a aussi... Dans le bar. Dans le bar, voilà. Vous avez envie de vous retrouver à vous occuper de la maison pendant que madame ira travailler? Vous avez envie que madame soit monsieur et que monsieur soit madame? Vous avez envie de donner le biberon à vos marmots, Merlot? Vous avez envie que votre femme conduise votre voiture, qu'elle vote aux élections? Mais les femmes votent. Hein. Et vous croyez qu'elles sont plus heureuses pour autant? Une femme moderne, Merlot. C'est une femme qui pense qu'un homme devrait pouvoir être une femme. Et inversement. C'est absurde. Quand on vous entend parler de cette série, on sent que vous avez une affection particulière pour ça. J'ai l'impression que c'est votre œuvre peut-être la plus personnelle. Vous diriez aussi que c'est ça? Oui. Ouais. Avec le premier OSS, oui. Ok. Oui, c'est vraiment quelque chose... Alors il y a dans le service de la France... Je connais des gens qui préfèrent le service de la France à OSS par exemple. C'est assez marrant. Parce qu'il y a un côté plus clown dans OSS qu'apporte Jean. Et que des gens aiment moins. Il y a des gens qui aiment moins le côté extraverti des choses. Et les gens trouvent que au service de la France, c'est plus raide. Un peu plus dur, un humour un peu plus vachard. Et moi, je n'ai pas de préférence entre le premier OSS ou le dernier et la série. Mais j'avoue que c'est un truc que j'ai pris un plaisir dingue à écrire. Mais aussi parce que... cette longueur, pouvoir tirer des histoires d'amour, pouvoir mettre des... Construire plusieurs histoires en une finalement. Plusieurs histoires, et puis aller parler de trucs qui n'ont pas tellement d'intérêt a priori, et c'est ça qui m'amuse. Et puis il y a la rencontre avec ces comédiens aussi, et puis aussi la place du scénariste, qui fait que vous savez que votre texte va être respecté. Parce que vous êtes sur place en plus là-bas. Moi j'étais sur place, oui. Ouais, j'étais sur place tout le temps, ce qui est épuisant. Et l'étape avant l'écriture, tout ce qui est recherche,
Parce que pour faire une série ou même OSS, c'est quand même des sujets assez sensibles, avec des vannes assez sensibles. Comment vous arrivez à taper sur tout le monde mais en vexant personne? Alors, je sais pas si c'est avec ce personne, je pense que surtout que comme OSS est à la mode, ceux qui sont vexés, osent pas le dire. Sur le troisième, je sais qu'on a eu beaucoup de témoignages d'Africains, notamment, ou de gens d'origine africaine, très très favorables au film. Donc ça, c'est plutôt chouette, quoi. Donc on a évité des écueils et tout ça. Moi, pour le... Tout est dans le titre, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que ça se passe pas en Côte d'Ivoire, ça se passe pas au Congo, ça se passe pas au Gabon, ça se passe en Afrique. Vous visez personne, mais vous visez tout le monde. Mais c'est pire. C'est pas plus raciste que ça, c'est en Afrique. C'est comme quand les Américains disent « Ah, j'étais en Europe », on dit « Oui, d'accord, enfin, t'étais où en Europe ?» Oui, c'est ça. Tu sais, je suis allé à Paris, la capitale, là, puis après je suis allé... Bon, voilà. Et s'il n'y a pas plus raciste que ça, donc ça, c'est vraiment... Et puis, j'ai regardé beaucoup de trucs sur les clichés. Qu'est-ce que les Africains ne supportent pas, qu'on dise d'eux, voilà, et donc j'ai tous mis. Et il y a le côté historique aussi. Est-ce que vous aimez cette période déjà? Non. Non, pas spécialement. Pas spécialement. C'est arrivé comme ça? Les années 80, c'est pas du tout un truc. Les années 60, ça m'amuse parce qu'on a une vision des années 60 qui est erronée. Peut-être le jeu un peu. On pense que les années 60, c'était la Dolce Vita, la belle vie, la croissance. Non, c'était pas vrai. Ça, c'est aux États-Unis. Ouais. En France, il y a eu de la croissance, mais de la croissance, on sortait d'un pays en guerre et en ruine. Et mes parents me racontaient, moi, dans les années 60, je me souviens d'une phrase de ma mère qui me dit, il n'y avait rien. Il n'y avait rien à acheter, ça tombait bien, on n'avait pas d'argent. Aussi, on voit qu'il y a un choc culturel dans la série, mais un choc aussi générationnel. Parce que nous, on a ce regard des années 60 avec la période actuelle, pareil pour OSS. Est-ce que du coup, pour revenir sur l'OSS qui va sortir, le fait d'amener un agent plus jeune, ça va dans ce sens? Ah bien sûr. Et oui, ça va dans ce sens, c'est pour montrer que les années 80 c'est très très différent des années 60, quoi. Très très différent. C'est le début justement un peu de cette consommation, c'est le début de l'argent roi, c'est une époque où on pouvait faire plein de choses qu'on ne peut pas faire aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire que c'est bien, hein. Parce qu'il y a quand même plein de choses qu'on faisait qui étaient très 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 dangereuses. C'est l'époque avant SIDA, c'est tout ça bien sûr, et de montrer un mec des années 60 là-dedans, c'est quand même un poisson en dehors de l'eau. Bien sûr, et Niné apporte une modernité. Et est-ce qu'il aura ces clichés des années 80 justement? Ah, il y a des clichés des années 80, bien sûr, vous allez voir. Ça parle de la sexualité d'une manière hallucinante, de la place de la femme. Ah oui, bien sûr. Du coup, il y aura plusieurs niveaux de lecture. Il y aura les années 80 vers les années 60 et nous vers les années 80 et les années 60. Complètement. D'accord. Oui, oui. Il y a des allusions à MeToo, il y a des allusions à l'homosexualité, à l'homophobie, bien sûr. Oui, oui. Bien sûr. Parce qu'il y a cette force dans vos films des personnages qu'on déteste, mais que c'est pas qu'il est con, c'est peut-être qu'il est bête en fait. C'est qu'on aime détester presque. Mais parce que moi j'aime beaucoup dans la vie déjà. Les gens bêtes. Non, ouais, j'aime bien les gens qui n'ont pas de doute. Ouais. Et ça me fait beaucoup rire. Ça me fait beaucoup rire. Voilà, par exemple là pendant le confinement on a eu un festival. On a un festival de cons. Je me souviens de quelqu'un qui, je peux pas dire qui, mais qui m'a dit, mais je parlais de Véran, qui dit mais Véran c'est un con. J'ai dit pourquoi c'est un con Véran? Mais parce qu'en France on fait n'importe quoi, parce que regarde ce qui se passe en Suède, machin, l'immunité, le je sais pas quoi. Bon en Suède c'était une catastrophe le truc. Voilà. Et j'adore les gens qui savent. J'adore les gens qui savent. Aucun doute. Et ceux qui en plus non seulement savent, mais qui vous prennent pour un con, disant oui non mais oui, non, c'est plus compliqué que ça. J'adore ça. J'adore les gens qui n'ont pas de doute, j'adore les gens qui se. Enfin j'adore. Avec des guillemets. Les gens qui se kiffent. Les gens qui se kiffent. J'adore voir les gens qui se trouvent beaux, les gens qui se trouvent brillants. C'est un truc qui m'a toujours fait rire. Et donc vous mettez ça dans vos personnages. Mais ouais, je me dis mais comment on peut être content de soi comme ça? J'adore ça. Mais en fait c'est pour ça que selon moi c'est pour ça que vos personnages marchent, notamment celui d'OSS, etc. C'est qu'on l'identifie facilement, pas sur les propos qu'il tient, parce que c'est des propos datés forcément de par le film. Mais par contre c'est vrai que je pense que ça nous rappelle tout de suite peut-être quelqu'un, même de façon inconsciente, qu'on a croisé dans la rue, quelqu'un même de notre famille, quelqu'un de... Ah ben nous c'est pour ça que ça fonctionne je crois. Nous Chirac et même OSS, hein, c'était nos pères. Parce que moi j'ai un père qui a l'âge de Chirac à peu près, enfin l'âge qu'aurait Chirac aujourd'hui, un peu plus jeune, et Benoît et Bruno pareil, et nos pères étaient d'une génération hallucinante, c'est-à-dire macho, le mec qui bosse, la femme qui l'attend au foyer, c'était quand même cette génération-là, quoi. C'était l'homme, quoi, dans tout le sens terrible du terme, c'est-à-dire les enfants parlaient si on leur disait de parler, les enfants ne comptaient pas, seule la vie de l'homme comptait. Voilà, nous on a déménagé, quand j'étais gamin, on a déménagé 16 fois. Parce que au gré des promotions de mon père. Voilà, c'est ça. Et on se demandait pas si les gamins, ça les faisait pas chier de quitter ses potes, quoi, de quitter leurs potes. C'est ça.
ce sont ces hommes-là, quoi. Dernière question, on a l'habitude de terminer par ce qu'on appelle les rêves du futur. Donc c'est-à-dire... Ah oui, mais alors ça, je sais que vous faites ça, mais je ne pourrais jamais je pourrais vous dire ça va être les références du futur, je n'en sais rien. Mais c'est quoi alors qu'est-ce que vous consommez culturellement en ce moment, on va dire? Alors, une BD, un livre, de la musique. C'est une période très particulière en ce moment, donc j'ai consommé beaucoup de séries. Je me suis abonné à Netflix alors que je refusais de m'abonner à Netflix. Ça y est, vous avez craqué? J'ai craqué, mais je vais décraquer. J'ai plutôt aimé les films de Netflix. D'ailleurs, on parlait tout à l'heure de Mank. J'ai bien aimé aussi Pieces of a Woman. Je ne sais pas si vous l'avez vu. J'en ai entendu parler il y a très peu de temps là, ouais. Que je trouvais super. Avec cette comédienne qui est géniale, qui joue la reine, la princesse Margaret dans The Crown. Voilà. Bon, j'ai vu The Crown, évidemment, que j'adorais. Et j'ai vu une série sur Canal que j'ai trouvé formidable. C'est pas tellement partagé ce que je vais vous dire. C'est OVNI. Tu connais le GEPAN, groupe d'études des phénomènes aérospatiaux non identifiés? Pas les ovnis, quoi. Tu prends la tête du GEPAN. Moi, j'y connais rien en ovnis. Mais il existe vraiment ce bureau? Moi, je croyais que c'était une blague. Donc, il était comment, ce vaisseau? L'invasion a déjà commencé? Commandant Valérie Delbros, direction de la sécurité militaire. Arrêtez de poser des questions. Mais tu t'occupes des ovnis, toi, non? Le travail, c'est plus important que moi. Eh ben, disons que... J'ai pas bonjour. Préparez-vous à être bousculé dans vos certitudes. J'ai adoré OVNI. Voilà. Parce que l'ambiance, les couleurs, les musiques. Voilà. C'est pas étonnant que ça vous plaise. Et puis le Poupeau, il est incroyable. Poupeau est incroyable. La direction artistique est incroyable. C'est d'une beauté dingue. C'est par moments poétique et onirique. Ouais, c'était vraiment mon coup de cœur aussi, moi, de ce début d'année là. Je trouvais ça vraiment incroyable. Et honnêtement, quand je suis retourné au cinéma, je vais beaucoup au cinéma. J'étais soulagé, quoi. C'est quoi le dernier film que vous avez vu? Alors le dernier film que j'ai vu, c'est Annette. Voilà, de Léos Carax, que j'ai trouvé vraiment bien. Moi j'ai été partagé en fait. Oui, moi aussi. Un coup j'avais quelque chose de grandiose devant moi, oui. Et peut-être la minute d'après je m'ennuyais un peu. Et ça faisait que par vague en fait. Oui. Et quand je suis ressorti, je fais waouh, qu'est-ce que je viens de voir, quoi. Avec des moments hallucinants sur le bateau, sur des moments dingues, la scène de fin est dingue en prison, des choses comme ça. Avec une histoire que je ne comprends pas trop bien, à vrai dire. Ça fait opéra en même temps. Ouais, des chansons quand même vraiment pas mal. Et puis, non, je sais pas, les références, je sais pas. Je crois que c'est déjà très bien. Franchement, on a fait le plein de références ce soir, on a plein de choses à il y a vraiment un truc, je ne sais pas pourquoi. Je me suis plongé, alors l'expression ne va pas être jolie du tout, je vais la changer, je me suis plongé dans l'œuvre de Julien Doré. Julien Doré ? Oui. Et pas très décalé aussi, c'est dans le même. Ouais, dans le même parce que c'est un mec que j'ai toujours bien aimé. Ouais. Je n'ai pas de disque de lui chez moi, je n'ai pas de morceaux sur mon téléphone de Julien Doré, mais j'ai toujours bien aimé. Et j'ai dû regarder une trentaine de clips, machin, tout ça, parce que je trouve qu'il y a une créativité. C'est clair. Et le mec est en train de se radicaliser d'une certaine façon. C'est-à-dire, visiblement, il est parti habiter là où il habitait avant, dans la montagne. Oui. Il parle quand même de plus en plus des animaux, de la planète, de machin. Il y a un côté de plus en plus mignon dans ce qu'il fait. Autarcique, mais en même temps altruiste. Oui, et pas forcément moralisateur. Non. Non, je trouve pas. Et notamment, je suis tombé dans son clip avec les deux vélociraptors là. Nous, on ira voir la mer, voir si les gens sont fiers. Imaginez Montello. Ouais, je sais pas, je mets un... Voilà. C'est quasiment des courts-métrages, ces clips. Hein. Ouais, c'est bien. Et puis il joue pas si mal. Il joue dans 10%, il joue dans ouais, non, c'est plein de choses. Il a beaucoup de qualité, ce mec. Ouais. Alors, il y a un mec que j'aime vraiment beaucoup, et à chaque fois son nom m'échappe complètement. Et j'ai l'impression qu'il est en train là d'éclore complètement. Ouais. C'est le batteur français du groupe Tame Impala. Ok, ah, ça c'est moi, je crois qu'on a fait le plein de refs là. Bon bah voilà. Et on peut vous actu, hein, on sait ce que c'est OSS 117.3. Est-ce qu'il y a autre chose ou... Oui, alors j'écris un film en ce moment qui me fait beaucoup rire.
et sur lequel, mais vous, ça va peut-être pas vous parler, donc il y a une pédagogie à faire. Parce que depuis la saison 2 d'Au service de la France, j'avoue que j'ai pris plaisir à écrire des trucs un petit peu sentimentaux. Et je me suis dit, bah oui, on peut écrire, même dans un film débile, même dans une série où les gens sont quand même, on est quand même pas loin de l'absurde, du kafkaïen, de tout ça. D'ailleurs, les épisodes qu'on préfère les gens, c'est les épisodes qui se passent dans les pays de l'Est. Parce que c'était... Ouais. Et j'ai vachement aimé écrire ces scènes d'amour, là. Et là, j'écris avec un auteur qui s'appelle Simon Jablonka, et on écrit une sorte de comédie romantique, mais c'est pas vraiment une comédie romantique, je sais pas comment dire. C'est une comédie qui se passe dans les années 80, parce qu'elle parle des motocrottes. Les motocrottes. C'est des motocrottes. Oui. Voilà. Et donc on parle de l'inventeur des motocrottes. Okay. Et on invente une histoire d'amour entre lui et quelqu'un d'hyper connu qui existe vraiment, dont je peux pas vous donner le nom. D'accord. Et la raison d'État fait qu'ils ne peuvent pas être ensemble. Et on les envoie en Irak pour vendre des motocrottes à Saddam Hussein qui envahit l'Iran. Après, le pitch est incroyable. Voilà. Le pitch me fait rêver. Ouais. Et Saddam Hussein donne des conseils amoureux à notre héros et tout ça, sur une terrasse à Bagdad. Enfin bon, c'est assez marrant. C'est vraiment très marrant. Et je prends un pied dingue avec ça. Et c'est un film sentimental. Donc on a une histoire d'amour impossible au milieu. Et dans cet univers absurde, voilà. Et je l'écris encore cet après-midi là. Et c'est produit par TF1 Studio, donc c'est un film de cinéma qui sera produit par TF1. Ça va sortir au cinéma. Ça va sortir au ciné. Ok. Ouais. 2022 à peu près, on espère, ou 2023 quoi. Il faut que tout sorte. Bien sûr. Il faut que tout sorte. Il faut laisser sortir tout ça et après. Nous on va être prêts assez rapidement parce qu'on écrit vite, vraiment vite. Et vraiment, alors on a fait lire, notamment j'ai fait lire aux auteurs de la série, et les échos sont formidables. Ok, super. C'est un projet vraiment. Alors ça peut être Philibert, hein, ça peut ne pas intéresser personne, hein, c'est ça le problème, mais bon. Ouais, nous on était là pour Philibert. Et pour la musique, j'ai évidemment, j'en ai parlé à Nicolas Godin, vous voyez qui c'est. Nicolas Godin, c'est le mec qui a fait la musique de notre série, et c'est un mec du groupe R. Voilà. Moi aussi, ça me parle. Mais là, j'ai bien aimé la musique de... Même R, qui a fait les musiques des films de Sofia Coppola. Vous savez que quand ils partent en tournée, je vends 6000 personnes au Japon. Hein. Voilà. Ils sont moins connus de Daft Punk, mais c'est la même... ils ont eu des succès mondiaux. McCartney est fan de R, par exemple. D'ailleurs, ils ont le même producteur. Nigel Godrich a fait un album de McCartney qui est génial. Et donc j'en ai parlé à Nicolas Godin, je suis allé voir en studio, il m'a fait écouter et je lui ai parlé de motocross et je lui ai dit j'aimerais beaucoup et il a adoré, il m'a appelé après, il m'a dit écoute voilà, je fais la musique, ouais. Ben oui, parce qu'on a un feuilleton avec des motocross dedans, on a une parodie de feuilleton, on a une parodie de dessin animé avec des motocross. Années 80, tout ça, c'est un univers. Il va s'amuser, ouais, bien sûr. J'ai vraiment hâte de le voir du coup. Ouais, grave. Meilleur teaser. Et en tout cas, merci beaucoup. Ouais, merci vraiment. On souhaite plein de succès pour SS 117. Je pense que normalement, ça devrait le faire. Les gens l'attendent et les gens vont y aller. C'est clair. On espère que tout ce qui est autour ne fera pas trop d'embûches. On croise les doigts et merci. Et plein de bonnes choses pour le podcast alors. Merci, gentil, merci beaucoup. Voilà, c'était l'interview de Jean-François Alain. On espère vraiment que ça vous a plu. Nous, on a vraiment kiffé. Ça nous a plu. Exactement, ça nous a plu. Eh bien, comme vous le savez, pour terminer cette émission en beauté, en légèreté, on adore les jeux. On adore les jeux, donc on a fait un petit jeu. J'ai appelé ça le Mission Possible. J'aime bien les noms de jeux comme ça. Donc je vais vous faire un petit pitch de film qui n'est pas du tout un film d'espionnage, mais je vous le présente sous le format Mission Impossible avec le générique de Mission Impossible tout de suite. Votre mission, si vous l'acceptez, est de ne laisser personne seul pour Noël. Si une personne suicidaire vous appelle, gardez-la au téléphone. Si la voisine est coincée dans l'ascenseur, sortez-la d'ici. Si votre amie, pas très fut-fut, vous demande de l'aide car elle est poursuivie par son mari cinglé, aidez-la. Et surtout, ne bouffez pas ces gâteaux qui puent et qui ressemblent à des crottes de chien comme votre voisin du dessus vous a apporté. Alors je laisse un petit peu de temps pour que les auditeurs se devinent, mais je dirais, le Père Noël est une ordure. Oh bravo, c'était très dur.
Bravo, bonne réponse Romuald. Je suis vraiment premier degré là, je joue ma vie. Là. Je sais, je vois. Surtout que j'essaye, tu vois, de mettre un petit peu plus d'enjeu pour que te perdre un peu, mais... non, moi, ça marche pas avec moi. J'essaye avec le deuxième. Votre mission, si vous l'acceptez, est de ne rien glander du tout de votre journée, et ça vaut pour toute la famille. Comptez sur un coup de chance, comme pourquoi pas gagner à la loterie. Et si jamais ça arrive, profitez-en pour partir. Ne rien glander toujours, mais à Monaco. Une fois là-bas, rachetez le club de la ville. Prochaine mission, devenez président de la France. Alors j'ai aussi... Ouais. Il y a les tuches. Les tuches, exactement. Il est en forme. Tuches. Il est fort, il est fort. Est-ce que je vais réussir à le piéger avec le troisième? J'en suis pas sûr, mais essayons. Votre mission, si vous l'acceptez, est d'aider une Égyptienne qui est empêtrée dans un pari un peu surréaliste qu'elle a passé avec un mafieux italien à la fin d'une discussion tendue. Pour elle, vous devrez construire le plus gros bâtiment jamais construit dans le monde dans un temps très court. Si vous réussissez, l'architecte qui vous a embauché deviendra riche, et l'Italien sera obligé de concéder que l'Égypte, c'est plus fort que l'Italie. Attention, pour cette mission, vous n'avez pas le droit à votre gadget favori. 3 mois Je dirais Astérix et Mission Cléopâtre. Eh ouais, mission, tu as vu, j'ai essayé de... Mission Cléopâtre. Mission impossible Cléopâtre. Ouais, mission possible finalement. Mission possible de répondre à 3 de mes petits piles. Donc bravo Romuald, tu as réussi ce jeu haut la main. J'étais vraiment stressé. Je t'ai vu. Et bah j'ai gagné. Tu as gagné. J'ai fini le jeu, ça y est. Hop là, tu as le droit de revenir. Et pour finir, ouais. Cette fois-ci, parce que d'habitude, je vous l'avoue, j'oubliais à chaque fois qu'on avait cette catégorie. Je fais oh mince, j'ai oublié. Et là, j'ai travaillé et j'ai trouvé ma rêve du futur. Alors vas-y. Qui n'est pas vraiment une rêve du futur parce que c'est une rêve actuelle et ça mériterait d'être plus connu, je pense. Ok. C'est, je sais pas si tu connais peut-être, c'est la chaîne YouTube d'Arte Blow Up. La sortie cette semaine du nouveau James Bond nous a donné envie d'évoquer dans Blow Up le célèbre agent secret en 5 minutes chrono. Je sais pas si ça te dit quelque chose. Ça me parle comme ça, oui. Et je la trouve géniale. Elle parle de cinéma, mais de différents points de vue. Donc ça peut être un épisode sur un style cinématographique, sur un acteur, sur un groupe de musique, sur des animaux, bref, surtout sur, par exemple, un baiser, sur plein de trucs comme ça. Et le tout très bien écrit, très bien dit, et avec de nombreuses refs, finalement, avec des extraits vidéo. Et donc ça se regarde très bien. Par exemple, je sais pas, ça va être sur les baisers au cinéma, et on va avoir plein de scènes de baisers, ça va être sur un acteur, on va dire c'est quoi, par exemple, c'est quoi Jean Dujardin. Si on reste dans le thème de l'émission, je crois il y a eu justement les musiques de James Bond, les différents James Bond, c'est quoi Daniel Craig, enfin, et du coup c'est très bien imagé, très bien écrit. Ouais. Donc c'est Blow Up accessible. sur Arte. Voilà. Accessible au plus grand nombre aussi, je veux dire, même niveau, comment dire, faut pas être cinéphile forcément. Faut pas être cinéphile, par exemple, t'aimes le jazz. Ouais. J'aime le jazz. Ouais, voilà. Ça va être, par exemple, le jazz au cinéma. Et ça va être, ils vont sortir plein d'extraits de films où le jazz est utilisé dans le cinéma. Ça peut être sur un groupe de musique, justement, où comment il est utilisé, de quelle manière, dans quel film apparaît ce groupe de musique et tout, avec plein de fun facts, et j'adore les fun facts. Et donc, il y en a pour tout le monde, en fait. Ça, c'est bien, parce que c'est vrai qu'il y a parfois certaines émissions qui vont être peut-être un peu trop pointues, avec des termes, tu sais, même par exemple des podcasts. Par exemple, j'écoute parfois des podcasts où je suis perdu, parce que j'ai appris d'ailleurs un nouveau terme. Alors on dit cinéphile pour les personnes qui vraiment s'intéressent au cinéma très très proche, je veux dire, qui sont très proches de ce milieu-là et qui veulent à tout prix comprendre comment est monté un plan. Et pour ceux simplement qui kiffent le cinéma et qui n'ont pas forcément envie d'y réfléchir plus que ça, ben écoute, on appelle ça des cinéphages. Ah oui, et je trouve que peut-être que c'est quoi ta ref et Blow Up visiblement, ce sont peut-être simplement des émissions de cinéphages. Oui. Vous ne trouverez pas ici des... Après, est-ce que techniquement, le cinéphage est un cinéphile et le cinéphile est un cinéphage? C'est pas mal. Ça pourrait faire et toi, c'est quoi ta rêve du futur? Ma rêve du futur. Alors, ça, c'est toute petite parenthèse. Ils n'ont pas besoin de moi, mais Combini a sorti récemment des nouveaux formats d'interview d'1 heure. Et je le trouve super intéressant. J'ai écouté celui avec et regardé celui avec Virginie Efira. Qui est super intéressant, et en 1 heure vraiment on a l'impression d'en apprendre de masterclass quoi. Ouais, c'est ça, c'est comme une masterclass, et on a vraiment l'impression d'en apprendre beaucoup plus. Alors c'est sympa les petits Fast and Curious, etc. C'est des petites pastilles comme ça que tu regardes quand tu vas aux toilettes quoi, hein. Mais par contre quand tu regardes ça par contre pendant 1 heure, c'est quand même, on va dans les choses plus profondément. Il y en a un avec Virginie Efira, il y en a un avec Tahar Rahim.
Voilà, n'hésitez pas, c'est sympa. Petite parenthèse fermée, ils n'ont pas besoin de moi pour faire leur pub. Par contre, je voulais un petit peu changer de YouTube, du podcast, et j'ai envie de vous parler d'un rappeur. Un rappeur pas très connu, qui s'appelle Thibaut Maillard, et son nom d'artiste, c'est L'Orage, et je l'ai découvert il y a déjà 4 ans. Je trouve que, je me suis dit en 4 ans, il y a 4 ans déjà, je m'étais dit, il va percer, je serais trop content d'être le premier à le connaître. Vas-y, fais écouter un peu. Vas-y. On estime de moi qui aimerait que je me coupe la langue et voudrait entrevoir au moins une fois une petite étincelle de talent. J'ai du mauvais sang, je prends chaque remarque dans le mauvais sens. C'est comme faire un plein de diesel dans mon essence. Un rap dit à demi-mot comme le sourire à demi-mort. Et on n'en branle pas une mais on voudrait le succès à Robert De Niro. Je regrette d'avoir fait la fête quand le soleil se lève. Et chaque semaine les mêmes résolutions se soulèvent. J'en ai marre, l'inspiration se fait rare. Ce titre s'appelle Monologue de sourd et vous pouvez retrouver tous ces titres sur Spotify. Et voilà, je trouve ça dommage qu'il soit pas plus reconnu, parce que je trouve ça super qualitatif. J'écoute pas mal de rap et on est vraiment sur quelque chose de très sympa. Donc L'Orage, si vous le connaissez, n'hésitez pas à nous faire un petit retour et à le faire monter aussi un petit peu. Ouais, bah c'est cool. On a de la musique, on a du ciné, on a voilà. Et je vous conseille vraiment, j'en ai parlé en tout début d'émission, la vidéo de Melty, c'est un espion qui analyse des films d'espionnage, et donc je trouve que ça fait le lien entre les deux, et c'est une manière parfaite de terminer. Exactement, de se quitter. Et on remercie encore une fois Jean-François Alain pour son temps. On a passé un très bon moment, et puis très intéressant. C'est clair. D'avoir le cerveau de vous allez voir l'interview, le cerveau de 117, l'interview en entier qui va sortir la semaine prochaine. Vous en avez l'habitude, vendredi prochain à 18h. Voilà, un petit extrait là pour l'émission. Et après, la big interview, qui arrivera plus tard. Et du coup, n'hésitez pas à écouter notre podcast avant la sortie de OSS 117.3, parce qu'il dit des choses sur OSS 117.3, des petits scoops, je sais pas si des scoops. Exactement. Mais il a été bien reçu à Cannes pour la cérémonie de clôture, et donc on en attend beaucoup. Exactement. Il avait l'air d'avoir pris plaisir à écrire ce film. Donc voilà. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. Merci beaucoup. On se retrouve pour un prochain épisode. Prochain épisode où on va parler des programmes courts. Programmes courts avec des invités, ma foi, plutôt sympathiques. On va pas vous le dire encore, mais on est content de les recevoir. C'est clair, ça va être encore très sympa. Allez, à plus. À plus. Voilà, cadeau de Noël. Merci. Non, je dis cadeau de Noël. C'est parce que c'est par rapport à mon prénom. Oui, c'est ce que j'avais compris. Oui. Sinon, il y a aussi les boules. De Noël. C'est rigolo. Bon, ça suffit. Oui. Absolument que j'appelle Armand.